Dimension relationnelle, extrait du livre de Charette 2013 pour des équipes responsables. Voici les composantes de la dimension relationnelle. D'abord, la perception. Ensuite, la communication. Ce sont deux fondements de la dimension relationnelle. Ensuite, nous parlerons de la relation comme la base qui permet le reste, c'est-à-dire l'interrelation, l'interaction professionnelle et l'interdépendance. Je vous invite à arrêter ce diaporama et aller voir le diaporama complet de la perception, puis ensuite revenir continuer celui-ci. La communication. Le processus de communication est l'actualisation de l'ensemble des capacités physiques, psychologiques qui permettent d'être en communication avec soi et le monde physique, de prendre en considération, d'en dégager une signification et une conceptualisation personnelle et d'exprimer cette signification et cette conceptualisation à quelqu'un d'autre qui veut bien écouter ou prendre en considération. Nous allons maintenant aborder les blocages à la communication. Selon Thomas Gordon, il y a 7 blocages systématiques à la communication. Donner des ordres et avertir menacer, ce sont les 2 premiers blocages à la communication. Ces 2 premiers messages suggèrent que les sentiments de l'individu sont peu importants. Ils peuvent l'amener à craindre l'autorité. Le 3e blocage, c'est faire la morale, prêcher. Dans ce cas, le message tente de culpabiliser. Il démontre une relation d'inégalité. La personne peut ressentir de la culpabilité, de l'angoisse ou même de la révolte. Le 4e, blaguer, dévier, esquiver. Ce message est direct et démontre un manque d'intérêt. Par exemple, si quelqu'un vient vous voir et puis qu'il vous parle de son problème et puis que vous faites une blague avec ça et puis que ça s'arrête là, parce que parfois on peut faire une blague et puis enchaîner avec plus de sérieux puis être réellement à l'écoute. Mais si on arrête avec la blague, la personne ne se sentira pas écoutée. 5e et 6e et 7e. Juger, critiquer, blâmer, humilier, ridiculiser, diagnostiquer, psychanalyser. Donc, ces messages sont des messages de critique. Ceux qui sont les plus durs vont mener l'individu à se sentir stupide ou à se sentir dévalorisé ou encore à contre-attaquer. Ces messages vont heurter de front l'image personnelle. Voici maintenant les 5 blocages potentiels de la communication. D'abord, suggérer des solutions. Parfois, ça peut fonctionner si la personne est ouverte, s'il n'y a pas de situation de tension, si elle recherche des suggestions. Mais autrement, on peut avoir l'impression que l'autre veut nous germener, nous donner des idées, mais en même temps nous obliger un peu à les mettre en place. Deuxième blocage potentiel à la communication. Argumenter, persuader par la logique. Encore là, s'il n'y a pas de situation de tension, ça arrive souvent qu'on va discuter avec les gens et puis qu'on va se convaincre mutuellement par des arguments logiques. Par ailleurs, ça se peut que cette persuasion par la logique génère une impression de pression. Et là, ça devient un blocage à la communication. Complimenter, approuver. Alors, quelqu'un vient vous voir et puis vous dit, bon, écoute, j'ai un problème, c'est vraiment important, et puis je ne suis pas sûre que je vais réussir à m'en sortir. Puis là, la personne, puis là, vous répondez, tu réussis toujours, tu vas t'en sortir, comme à l'habitude. C'est un peu comme si on balayait du revers de la main la préoccupation de la personne. 4e, rassurer, sympathiser. Ah, t'es pas le seul à vivre ça. Donc, on n'est pas vraiment à l'écoute. Et enquêter, questionner. Pourquoi tu n'as pas réussi? As-tu déposé tous les documents? Es-tu sûr que tu as fait ci ou tu as fait ça? Là, ça devient une espèce d'enquête. Ça crée aussi une pression puis un sentiment d'incompétence, finalement. Alors, ces messages-là peuvent tous porter fruit s'ils sont utilisés dans le cadre de relations sans tension. Toutefois, s'il y a un problème de tension, s'il y a un conflit qui est sous-jacent, il risque de créer des barrières importantes. Alors, il faut faire attention.
Mais maintenant qu'on a parlé des 7 blocages systématiques à la communication et des 5 blocages potentiels, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on va se servir des outils de la communication. L'écoute active, l'empathie, la reformulation, le feedback. L'écoute active, ça commence d'abord par l'écoute passive, mais elle exige une plus grande implication de la part de l'intervenant ou du récepteur. Celui-ci observe le contexte, il lit le langage non verbal, il essaie de comprendre les 3 composantes du langage verbal et fournit des reflets empathiques pour s'assurer de bien comprendre et montrer à l'interlocuteur qu'il écoute attentivement. L'empathie est un autre outil de la communication. Il est normalement plus facile d'éprouver de l'empathie lorsqu'on a déjà vécu une situation semblable à ce que l'autre nous raconte. On se sent empathique lorsqu'on comprend profondément ce que l'autre vit sans pour autant vivre les mêmes crises émotionnelles. C'est la compréhension du monde émotif de l'autre, en regard de son langage verbal et non verbal, ainsi que du contexte entourant la situation. Elle requiert une compréhension des expériences, du comportement et des sentiments de l'autre tel que celui-ci le vit. Tandis que la sympathie, c'est ressentir de bons sentiments pour une autre personne. Et en situation dramatique, c'est participer à la douleur d'autrui et ressentir tout ce que l'autre vit. C'est vivre l'émotion en même temps que l'autre. Un autre outil de la communication, c'est la reformulation, c'est-à-dire reprendre dans ses propres mots ce que l'autre vient de dire afin d'en rendre le sens le plus justement possible. Elle sert à vérifier si le message a été bien compris. La reformulation se fait à 2 niveaux. D'abord au niveau du contenu, c'est-à-dire reprendre dans des mots différents ce que l'autre personne vient de dire. C'est le niveau de base. Et on peut aller un peu plus loin. On peut faire une reformulation de sentiment et détecter à travers les mots, à travers ce que la personne dit, ce qu'elle éprouve et lui refléter. Et enfin, le dernier outil qu'on présente ici, c'est le feedback. Donc, les éléments qui sont à favoriser dans la rétroaction, les voici. Il faut d'abord être spécifique, donc que ça porte sur quelque chose de précis. Il faut être descriptif, donc on décrit ce qui s'est passé pour que la personne sache exactement à quoi on réfère. Ce doit être non évaluatif. Une rétroaction, on n'évalue pas la personne. Bon, on peut évaluer les efforts mis, on peut évaluer le résultat, on peut évaluer la manière de faire, mais pas la personne. On va, généralement aussi, on va dire la réaction que ça vient chercher chez nous. Donc, si je suis spécifique, descriptif, non évaluatif, je peux ajouter l'effet que ça crée chez moi. Est-ce que je me sens inquiète? Est-ce que je suis contrariée? Etc. Un aspect qui est très important au niveau de la rétroaction, c'est de laisser l'autre libre de modifier son comportement. Donc, après avoir dit les choses de manière spécifique, descriptive, non évaluative et de donner notre réaction, on pose une fermeture éclair sur notre bouche et on attend la réaction de l'autre. L'idée dans une rétroaction ou un feedback, c'est de créer le dialogue. Donc, on laisse l'autre libre de modifier son comportement. En général, on dit que le feedback doit être le plus immédiat possible après la situation qui a été vécue. Cependant, il faut faire attention. Si on est très en colère, ce n'est pas un bon moment. Si l'autre a des émotions très intenses, ce n'est pas le bon moment non plus. Parce que dès que les émotions sont très, très présentes, ben, le raisonnement est au plancher. Émotion au plafond, raisonnement au plancher. Il y a d'autres éléments qui sont liés à cette immédiateté-là. Souvent, on va dire aussi que ça doit se faire dans un lieu opportun. On ne va pas faire ça en public, une rétroaction. Ça peut être gênant. Si c'est positif, ça peut être très gênant. Ou encore, si c'est négatif, ça peut être humiliant. Il y a des manières aussi de le faire. Le courriel, s'il y a des choses délicates à dire, c'est complètement à proscrire.
on n'utilise pas le courriel pour donner de la rétroaction délicate. Et enfin, partager, c'est de vérifier si l'autre a bien compris ce qu'on voulait réellement lui transmettre comme information. Et c'est toujours dans le dialogue. Et maintenant, on arrive aux composantes centrales de la dimension relationnelle. Nous avons présenté la perception et la communication parce que c'est à partir de ces deux éléments fondamentaux que s'établissent la relation, l'interrelation, les interactions et l'interdépendance au sein des équipes. La relation se situe entre les individus et l'interrelation se situe entre les membres au plan de l'équipe. La relation est un rapport existant entre deux éléments, c'est-à-dire deux personnes. C'est être en rapport avec. Les relations impliquent la mise en œuvre d'une intelligence, d'un esprit critique, d'un savoir-faire, bref, tout ce qui n'est pas seulement réflexe. La relation est échange qui s'établit lorsque deux ou plusieurs personnes perçoivent qu'elles gagnent à s'associer et entrer en relation. Le terme relation peut désigner un lien de dépendance ou d'influence réciproque entre les membres d'une équipe. Une équipe se définit à partir des relations entre les individus. Les relations sont les rapports d'échange et de réciprocité entre les individus. Le succès des équipes est en partie attribuable à la qualité du système de relations interpersonnelles et de communication. Et enfin, l'établissement de relations entre les personnes s'effectue de façon progressive. Les interrelations, quant à elles, sont ces échanges nécessaires à la construction et à la structuration d'une équipe de travail. Elles ne nécessitent pas obligatoirement de réaction de la part des personnes impliquées dans le processus. Ce type d'échange précède toujours les échanges effectués au niveau des interactions. Nous comprendrons ici que les relations sont préalables aux interactions qui stimulent la vie du groupe. L'interaction est un phénomène qui permet à une collection d'individus de se constituer comme groupe, puis comme équipe, et qui consiste dans le fait que le comportement de chaque individu devient un stimulus pour un autre. Les interactions humaines peuvent être considérées comme un système d'échange. Ainsi, l'interaction constitue-t-elle un processus circulaire et peut d'ailleurs se produire non seulement entre deux individus, mais entre un individu et un groupe ou entre deux groupes. L'interaction est un effet d'ajustement, d'adaptation ou d'organisation conséquente à une action préalable. C'est un processus d'action et de réaction réciproque. Elle se fait en trois temps: action, réaction, adaptation. Le rôle de l'interaction est d'être une unité de mesure de la participation. Les interactions sont la nourriture du groupe. La vie du groupe dépend donc de leur nombre et de leur quantité. Les relations réellement utiles au développement de l'équipe sont celles qui sont directes entre les membres sans passer par un intermédiaire. Ces relations servent de catalyseur. Et maintenant, on aborde un autre aspect de l'interaction qui est d'un autre ordre d'idées, celui de la coopération, la création et le maintien de la coopération. On appelle ça ici l'interaction professionnelle et ça nous provient d'un auteur très intéressant, Yves Saint-Arnaud. Voici en illustration le modèle de l'interaction professionnelle d'Yves Saint-Arnaud. D'abord autour, le cercle jaune, c'est l'autorégulation ou encore gérer l'impact qu'on produit sur les autres. La première pointe de tarte, c'est créer l'intérêt commun. La seconde, c'est varier les modes de communication. Ensuite, faire le point. Respecter et faire respecter les champs de compétences. Puis enfin, la responsabilisation. Ici, on explique un peu plus loin, un peu plus en profondeur, l'autorégulation ou gérer l'impact. Donc, on part du principe que chaque personne qui entre en interaction avec une autre a une intention, consciente ou inconsciente. On crée un effet observable chez les autres. On utilise des stratégies. Pour évaluer notre efficacité,
notre feeling et l'état d'ouverture ou de fermeture de notre interlocuteur. Et on dit aussi qu'après 3 codes rouges, on doit modifier notre intention. Et je vous explique avec les feux de circulation. D'abord, dans un premier temps, si je me rends compte que mon client ou mon interlocuteur réagit à l'opposé de l'effet que je recherche, j'ai un ressenti désagréable. Je vais certainement me sentir contrariée. La lumière jaune, elle représente un ressenti mixte, c'est-à-dire que l'effet ne s'est pas produit, mais on sent une ouverture. Il y a une possibilité de progresser vers l'effet visé. Et enfin, un ressenti agréable, et ça veut dire que j'ai pu observer des comportements ou entendre des mots qui me font croire et qui me laissent réellement croire que l'effet s'est produit chez mon interlocuteur. Créer l'intérêt commun avec notre interlocuteur, c'est chercher et nommer un intérêt commun. Il y a des mots-clés pour en arriver à ça. C'est pas magique, mais ça aide. Le nous, notre projet, nous allons faire ça ensemble. Le mot ensemble est important. Par exemple, voulez-vous qu'on va explorer des pistes de solutions ensemble? Pour créer la relation de coopération, il faut comprendre qu'il y a 3 structures de relation. Commençons d'abord par la structure de service. La structure de service se présente lorsqu'un individu nous demande, comme intervenant, de régler son problème à sa place. C'est donc son but qui prime. Nous sommes un exécutant. On essaie de régler son problème dans une forme de déresponsabilisation. Regardons maintenant la structure de pression. La structure de pression commence au moment où nous, on essaie d'imposer notre point de vue à notre interlocuteur. Nous pensons que nous avons raison et nous pensons que notre interlocuteur n'est pas très compétent. La troisième structure de relation est celle de coopération. C'est celle qu'on cherche à atteindre. Il arrive parfois qu'une relation commence avec une structure de pression ou encore une structure de service. Et on va tenter de s'en aller vers la structure de coopération pour s'assurer qu'on développe un but commun ensemble. Et c'est comme ça qu'on peut créer et maintenir une relation de coopération à plus long terme. Selon Saint-Arnaud, il est important de varier les modes de communication. À certains moments, le mode écoute, ou à d'autres moments, le mode questionnement, ou encore l'entretien de la relation, ou le mode information. Regardons-les tous les 4. Le mode écoute, c'est écouter et détecter les messages verbaux et non verbaux. Le mode de questionnement vise à augmenter la quantité ou la qualité de l'information en posant des questions, la plupart du temps ouvertes. Le mode entretien de la relation permet de donner ou d'obtenir de l'information en ce qui a trait à la relation elle-même, le vécu, le senti, les rôles, les responsabilités. Le feedback est un moyen privilégié pour ce mode de communication. Le mode d'entretien de la relation, c'est aussi la structuration de la relation que l'intervenant met en place, comme par exemple, êtes-vous d'accord si on fonctionne de telle manière? Et enfin, le mode information, c'est celui qu'on utilise et parfois qu'on surutilise. Ici, il sert à clarifier l'objet même de la rencontre, le contenu. C'est aussi pour donner des précisions techniques, se rappeler les détails, établir les échéanciers. À propos de faire le point, nous décrivons ici 5 points. D'abord, faire le point de temps en temps et introduire les étapes, annoncer le passage d'une étape à l'autre, ainsi que la manière de procéder. Faire le bilan, ça consiste à prendre le temps de résumer ce qui a été dit, ce qui a été fait ou non jusqu'à maintenant, au cours des rencontres précédentes ou au cours de la rencontre présente. Faire le point sur la relation vise à résumer le vécu, les sentis, rappeler les rôles et responsabilités, ainsi que les attitudes et les comportements à privilégier, de façon à prévenir ou à supprimer les obstacles à la communication
en donnant de l'information sur la relation. Proposer au client ou à notre interlocuteur un certain nombre de cibles et en discuter. Et enfin, de tenter de formuler un but commun de façon à créer l'intérêt commun. Respecter et faire respecter les champs de compétences, c'est-à-dire qu'on intervient en demeurant dans son champ de compétences et on évite d'être complice de l'ingérence de l'autre. Reconnaître ses limites et celles de l'autre ou supprimer ou dénoncer l'ingérence de part et d'autre. L'intervenant détermine la part de pouvoir qu'il s'attribue et la part qu'il attribue au client ou à son interlocuteur. Et enfin, déterminer ensemble la part de pouvoir de chacun et le pouvoir qui sera partagé. La responsabilisation, c'est de considérer chaque personne comme un être autonome qui a des besoins à satisfaire. Un besoin se définit comme une exigence de la nature humaine qui oriente l'action. Il faut dissocier le jugement professionnel du jugement de valeur, c'est-à-dire juger ou évaluer des faits au lieu de juger ou évaluer une personne. L'intervenant va ainsi favoriser la responsabilisation du client. Par exemple, le jugement de valeur, ce serait de dire à un client qu'il ne comprend pas vite, de reprocher à un client sa difficulté, de nommer un problème. Nous avons complété maintenant la section sur l'interaction professionnelle et nous allons parler maintenant de l'interdépendance. L'interdépendance, c'est lorsque les interactions dans un groupe sont saines et nombreuses et celui-ci se dirige alors vers une certaine interdépendance. Comme nous l'avons vu pour l'interaction et l'interrelation, une fois les liens établis entre les membres, naît une influence réciproque. C'est la notion de dépendance réciproque. L'interdépendance résulte d'une identification réciproque. Et le terme indépendance induit aussi qu'une équipe est faite de relations réciproques où l'identité des anticipations conditionne la complémentarité des actions, c'est-à-dire l'efficience du système. Ici, l'interdépendance est vue dans le sens de la complémentarité. C'est un phénomène circulaire, de sorte que l'état de chaque membre du groupe dépend de tous les autres. La présence d'éléments dans une situation provoque une influence de l'un sur l'autre et réciproquement. L'interdépendance génère des forces, c'est-à-dire de la synergie. Cela engendre l'évolution et le changement dans l'équipe. Par l'interdépendance, l'unité du groupe procure à chaque individu une certaine sécurité. Cette sécurité constitue un compromis fragile entre sa dépendance et son autonomie. L'interdépendance peut s'observer à différents niveaux. Entre les membres, par les rôles joués. Entre les membres et le groupe, par l'interaction, les normes et le mode d'accès. Entre les membres et le but, et entre le groupe et le but. Et voici un outil que vous allez retrouver à l'annexe 5 de votre livre. Selon Saint-Arnaud, la notion de cercle d'interaction est utilisée pour désigner les liens possibles qui se créent entre les personnes réunies dans la poursuite d'un objectif commun à mesure qu'elles communiquent entre elles. Dès qu'un membre occupe une position ou se déplace sur son axe de participation, il exerce une influence sur chacune des autres personnes ainsi que sur l'ensemble du groupe, non seulement dans la recherche, la définition ou la poursuite de la cible commune, mais aussi dans la création d'une solidarité de groupe, solidarité qui affecte elle-même la poursuite de la cible. La réalité même du groupe peut donc être décrite comme un ensemble d'interactions entre différents éléments, chaque membre du groupe étant l'un de ces éléments. Voici la description des différentes positions. Le centre agit de manière à orienter l'équipe dans la recherche, la définition ou la poursuite de la cible commune. L'émetteur est celui qui apporte sa contribution personnelle directement liée à la cible commune.
Le récepteur, quant à lui, manifeste son attention par rapport à ce qui se passe en fonction de la cible commune. Le satellite est temporairement distrait de la cible commune. Et enfin, l'absent est celui qui n'assiste pas à la présente rencontre.